ABK Matin, l'interview. Didier Imko, bonjour et bienvenue dans le cadre de l'entretien que vous avez bien voulu nous accorder ce matin. Bonjour madame, merci de m'inviter à cette interview. On parlera beaucoup politique dans nos échanges de ce jour avec notamment cette sortie des prélats où on a vu certains honnir pratiquement, je ne pense pas que j'exagère lorsque je le dis, la candidature du chef de l'État et de l'autre côté on a observé un soutien des imams qui tout comme les prélats sont des autorités religieuses. D'un côté on a eu une levée de bouclier contre les prêtres de l'Église catholique et de l'autre, c'est silence radio. De l'autre côté, c'est un silence radio qu'on observe depuis la sortie des imams qui soutiennent la candidature du président de la République à l'élection d'octobre 2025. Est-ce qu'on peut parler d'indignation sélective? Fifi, Madame Sidonie Fika, depuis la nuit des temps, c'est-à-dire de l'administration coloniale au renouveau de Paul Biya, en passant par le régime Maïdjo, le système politique, parce que ça n'a pas changé, c'est le système néocolonial, a toujours bénéficié de l'appui de ce que nous appelons les entités extra-politiques. Et parmi ces entités extra-politiques, il y a les chefferies. Les chefs sont réunis l'autre jour. Oui. Il y a les chefferies. Il y a les religions, de toutes les obédiences confondues, évidemment l'armée. Donc, pour asseoir leur pouvoir, le pouvoir perpétuel en discontinuité, sans discontinuité, le système régnant s'est toujours appuyé sur ces entités. C'est vrai que cette fois-ci, le contexte, c'est vrai, n'est plus le même pour deux raisons. D'abord, la première raison, effectivement, c'est parce que le président Biya a 92 ans et beaucoup pensent qu'il est temps qu'il prenne sa retraite. Et le président Biya a passé quand même 42 ans à la tête de l'État. Et pour ces deux raisons, d'autres trouvent irréaliste qu'il soit candidat à la prochaine élection, l'élection de 2025. Mais bref, en gros, le postulat primaire est celui des champs de service. Parce que même ces églises catholiques là aujourd'hui qui tentent un peu de vouloir discuter ou bien de vouloir débattre sur ce qui va se passer en 2025 se trouvent aussi dans une mauvaise posture. Est-ce que c'est ça le débat? C'est une lecture. Oui. Il y a plusieurs grilles de lecture. Oui. Parce que j'ai dit que le postulat de base, moi je parlerai des champs de service. Oui. Parce que autant l'Église a appuyé, a soutenu le régime, autant le régime aussi a souvent montré son degré de prodigalité envers les dons et les subventions. Oui, restons justement sur ce que vous venez de nous dire pour essayer de comprendre donc pourquoi aujourd'hui on explique que l'Église n'a rien à faire dans les affaires politiques. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas dire que... Puisque avec la sortie des prélats, on a bien entendu des personnes qui ont fait des sorties, des politiciens appartenant au parti au pouvoir dire que l'Église n'a rien à faire dans la politique. L'Église a à faire. La politique, en fait, c'est quoi? La politique, c'est la gestion de la cité. Vous ne pouvez pas demander à une institution comme l'Église catholique, dont on ne peut pas douter de l'impact sur le système social. Je parle des hôpitaux, je parle de la santé, de l'éducation. Vous ne pouvez pas demander à une institution comme celle-là de rester en arrière-plan de la politique, si la politique a la même définition que je viens de citer, la gestion de la cité, mais plutôt la politique partisane. L'Église n'a rien à voir avec la politique partisane. La politique partisane, c'est prendre parti
il ne revient pas, par exemple, à l'Église catholique de donner des consignes de vote. Oui. Ce n'est pas sa mission. Évidemment, vous êtes chrétien de lundi à samedi, vous êtes citoyen de lundi à samedi, mais dimanche, vous êtes chrétien si vous êtes d'obédience catholique. Donc, et puis, c'est les mêmes personnes, les gens qui souffrent, la misère, touchent les chrétiens et puis les citoyens. Donc, l'Église a son mot à dire. Moi, je ne pense pas que ceux qui disent aujourd'hui qu'ils veulent tenser l'Église de vouloir s'immiscer des choses politiques. Mais pendant longtemps, quand la même Église est allée justement en contradiction avec les aspirations du régime. Non. Moi, je pense qu'au lieu de casser le thermomètre qui vous donne la température de la fièvre, il faut soigner la fièvre. Pendant longtemps, nous l'avons dit, l'Église, tout ce que l'Église nous dit là aujourd'hui, même dans son dernier communiqué qui sanctionne la conférence nationale, la conférence épiscopale, oui. C'est pas nouveau. On le dit ici tous les jours, il n'y a pas de route, l'insalubrité partout, la maladie, la pauvreté, la misère, c'est pas nouveau. C'est parce que l'Église aussi se sent un peu responsable de la situation actuelle. Les églises aujourd'hui se désemplissent. Les gens ne vont plus dans les églises catholiques, dans les paroisses. Les gens vont beaucoup plus chez les marabouts, vont beaucoup plus chez les églises réveillées. Parce que le discours aussi, l'évangélisation, le discours traditionnel de ces églises, ça n'a rien à voir avec les réalités du quotidien, voilà. Justement. Donc cela pose aussi un problème. Cette église pense qu'aujourd'hui qu'elle doit faire son aggiamento. Et pour faire son aggiamento, elle est obligée de se positionner comme elle s'est positionnée l'autre jour du côté du bas peuple. Donc, on peut comprendre qu'on est des imams qui soutiennent aujourd'hui la candidature du chef de l'État parce que la religion, en fait, ces leaders religieux ne se sont véritablement jamais séparés du pouvoir. Ils ont toujours été à leur côté. Cela va de soi, cela va sans dire, c'est inévident. Très souvent c'est très souvent appuyé sur ces leaders religieux pour asseoir. Le président Biya ne cache pas. Il a toujours démontré ses relations fusionnelles avec ces princes de l'église, que ce soit des imams. C'est connu. Chaque fois lorsqu'il y a pèlerinage, oui. Le chef de l'État apporte son don. C'est à coup de milliards. Oui. Même si d'aucuns pensent que ce n'est pas assez par rapport aux subventions dirigées vers l'église catholique, mais c'est quand même quelque chose parce que nous, les animistes, nous qui on crâne, on n'a jamais eu ça. Donc c'est pour dire que cela va de soi que ces leaders, ces princes de l'église ou bien ces imams puissent soutenir le système en place, le système régnant. Nous sommes donc à l'approche des élections présidentielles qui probablement se dérouleront en octobre de cette année. Et nous avons assisté à une sortie de l'honorable Cabral Libby, président national du Parti camerounais pour la réconciliation, qui attire l'attention de l'opinion publique, voire internationale, sur des manœuvres qui seraient orchestrées en ce moment par le gouvernement pour discréditer sa candidature. Est-ce qu'il fallait s'y attendre lorsqu'on sait que le ministre de l'administration territoriale, Paula Tangandi, a adressé une lettre à Election Cameroun, l'organe en charge de l'organisation des élections dans notre pays, pour l'informer de ce que Robert Kona, qui est l'un des fondateurs de ce parti, reste le seul mandaté à parler au nom du Parti camerounais pour la réconciliation. Est-ce qu'il fallait s'y attendre, s'attendre à ce que, malgré la décision de justice qui a été prise en faveur de l'honorable Cabral Libby, le maintenant à la tête de ce parti, qu'on assiste à ce à quoi on pourrait être en train d'assister parce que Cabral Libby veut prendre l'opinion publique à témoin désormais sur un éventuel rejet de sa candidature? Bon, je serai circonspect dans ma réponse. Pourquoi? Parce que il faut faire beaucoup attention avec les hommes politiques. Oui. Vous savez, c'est rare de maîtriser l'agenda d'un homme politique. Parce que pendant que vous dormez, vous ne savez pas ce qui se tisse. Ces tractations qui sont en train d'être menées. Donc, pour rentrer dedans comme un éléphant dans une chambre de porcelaine, il faut faire beaucoup attention. Mais de façon élémentaire, je dirais que je ne comprends pas pourquoi la raison
pourquoi le ministre de Atanganji doit éliminer sur tapis vert un certain nombre d'adversaires de son leader, de son champion. Parce qu'il faut le dire, hein, avant d'être ministre de l'AT, de l'administration territoriale, il est président de session hein, du RDPC, je crois que nord au sud, à Bamenda. Donc je ne comprends pas pourquoi. Parce que comme dit quelqu'un, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Moi je pense que, pour moi, c'est mon avis, on n'a pas besoin d'éliminer les candidats sur tapis vert, qu'on laisse le peuple souverain choisir son président, choisir son guide. Donc, c'est pas sérieux, parce qu'il ne faudrait pas qu'avant d'aller aux élections, qu'il n'y ait pas de sénérité. Parce que, comme disait le cardinal Toumi, une élection mal organisée peut déboucher sur une crise sociale. On a déjà la guerre dans le Nozo. À l'extrême nord, c'est pas la paix. À l'est, c'est pas la paix. La sécurité. C'est pas la sécurité. Totale, donc il ne faut pas en mettre une couche encore. Il ne faut pas créer des situations conflictogènes. On n'en a pas besoin. Qu'on laisse ceux qui ont la charge, qui ont la capacité d'aller aux élections, qu'on les laisse aller aux élections et le peuple doit choisir. Oui, parce que en l'état actuel, on parle bien, hein, si on veut revenir sur les partis politiques qui seraient en difficulté dans le cadre de ces élections présidentielles. On parle du MRC avec le professeur Maurice Kamto qui ne pourrait pas être présenté par son parti politique, mais lui, il insiste et il a d'ailleurs rappelé que la Constitution donne au MRC, Mouvement pour la réconciliation du Cameroun, la possibilité de présenter un candidat, ce qui s'inscrit contre ce qui a été dit par le professeur Grégoire Ona, le ministre, qui lui disait peut-être le professeur Maurice Kamto peut aller aux élections, mais pas sous la bannière du MRC. Et à côté, ce qui n'est pas faux, parce que la loi électorale est claire. Pour aller à l'élection présidentielle, le parti doit avoir au moins un élu. Au moins avoir un élu. Donc si le parti n'a pas un élu, évidemment, il ne peut pas présenter un candidat. Cependant, mais son candidat peut aller sur notre bannière. Et s'il peut rassembler 300 signatures de certaines personnalités, cela lui ouvrirait le Graal. Mais sauf que chez nous, ces 300 signatures, c'est pas facile de les avoir parce que à 90%, ils sont des créatures d'un créateur. Donc moi, la bataille va se situer au niveau de la légalité, la légitimité. Il y aura même des batailles de sémiotique, représentativité, parce qu'on vous dit aujourd'hui que le député est un député de la nation, mais avant d'être député de la nation, il se pose un problème de représentativité parce qu'il a été quand même élu sur la bannière d'un parti politique. Il va se trouver le problème de comment on appelle ça, donc ce sera pas facile. Donc je préfère laisser parce que je voulais parler du mandat impératif. On nous dit par exemple que le mandat aujourd'hui n'est pas non impératif, c'est-à-dire une fois lorsque vous êtes élu, vous n'avez plus une obligation d'être avec le parti politique, c'est ça le mandat impératif. Donc tout ça, ça va rentrer dans ce que j'appelle les frémissements d'avant élection, mais comptons sur le Conseil constitutionnel parce qu'après tout, c'est lui et lui seul. C'est la seule institution qui aujourd'hui peut dire qui peut être candidat et qui ne le sera pas. Et qu'elle joue sur l'équité, qu'elle démontre par la loi et rien que par la loi et non des émotions, des fantasmes pour éliminer un certain nombre de candidats. Si réellement un candidat ne remplit pas les conditions d'être candidat, que la Cour constitutionnelle l'explique aisément, facilement aux populations pourquoi tel ou tel candidat est éliminé d'office. Donc voilà ce que nous pouvons attendre c'est le Conseil constitutionnel, non? C'est pas la Cour, c'est le Conseil constitutionnel.
Donc c'est lui qui juge de la constitutionnalité de la candidature d'un citoyen. Donc nous espérons que cette institution va jouer un très grand rôle. Vous y croyez? Vous croyez à l'impartialité de cette... Est-ce que vous pensez qu'on risque d'assister à des contentieux avant les élections présidentielles, parce qu'on a d'un côté le professeur Maurice Kamto qui soutient Mordicus, qu'il prendra part aux élections sous la bannière de son parti politique. Vous me permettrez d'y aller jusqu'à la fin. Et on a de l'autre côté l'honorable Cabral Libby qui compte prendre part à cette élection présidentielle. Et on a aujourd'hui une autre faction du PCRN qui a comme président reconnu par le ministère de l'administration territoriale, Robert Kona, qui a déjà apporté officiellement son soutien au candidat Paul Biya. Est-ce que aujourd'hui on ne pourrait pas s'attendre à ce que si jamais il y avait des rejets des candidatures, ne serait-ce que pour ces deux personnalités que nous venons d'évoquer? Pour le cas du PCRN, le ministre de l'administration n'est pas une juridiction. La juridiction a tranché en faveur de Cabral Libby. On est d'accord que le ministre de l'AT n'est pas une juridiction. Donc pour moi c'est sans objet. D'accord. Par contre, pour le cas du MRC, oui, il y a un débat. Il y a véritablement un débat. Parce que quand vous suivez, les constitutions sont divisées. Vous en avez qui démontrent par la Constitution que non, M. Kamto peut vraiment être candidat. Parce que l'alliance qui porte sa candidature a des élus. Bon, vous en avez aussi qui vous démontrent toujours pas avec la même constitution en se basant sur la loi électorale, qui ne peut pas parce que le MRC n'a pas d'élu, et puis c'est pas faux. Donc moi je crois que Kamto lui-même est un brillant juriste. Aujourd'hui dans ses laboratoires de stratégie, rien ne pourra l'empêcher, rien ne nous dit aujourd'hui que demain, sa candidature ne sera pas portée par un autre parti qui a un élu. L'honorable Cabral Libby, qui aujourd'hui serait victime de manœuvres visant à l'éliminer de la course à la présidentielle de 2025, ferait-il autant peur? Ah, moi je ne sais pas. Vous savez, Fifi, moi je ne sais pas. Vous savez, les gens ont des ambitions personnelles, les gens ont des agendas personnels. On l'a souvent taxé, mais je n'ai pas de preuves. Mais si aujourd'hui on veut l'éliminer du régime, oui. Moi je sais que par exemple, je n'ai jamais compris pourquoi il n'a pas de conseiller régional, alors qu'il avait tous les conseillers municipaux des ECA, le département de, comment on appelle ça, ce département, il avait tous ces conseillers municipaux qui auraient pu lui produire des conseillers régionaux, mais je n'ai jamais compris pourquoi ces conseillers municipaux ont voté les candidats du RDPC. Ça veut dire quelque part, il y a eu des compromissions. Bon, je ne sais pas, aujourd'hui, je me pose aussi des questions. Est-ce que on veut lui faire avaler un certain nombre de couleuvres? Est-ce qu'il y a des combats que nous ne maîtrisons pas? Est-ce que c'est un coup foiré qu'on veut lui faire pour des raisons X ou Y? Vraiment, je ne sais pas. Mais quant à sa candidature, pour moi, sa candidature ne souffre de rien. Oui. De rien, parce que il y a eu un jugement, on lui a donné carte blanche sur la gestion du PCRN. Donc, il faudrait qu'on s'attonde à ce que l'honorable Cabral Libby, s'il le voulait bien, ça ne nous concerne plus, ce n'est plus politique. Justement, qu'il dépose sa candidature et que les électeurs, le moment venu, fassent ce qu'il y a à faire. Parce que j'ai peur. Ils pourraient aller loin, faire comme vers la lupécisation du PCRN. Parce que si est-ce qu'on n'y est pas déjà? Oui, parce que si au moment de dépôt des candidatures, si M. Kouna dépose sa candidature, M. Kaba dépose sa candidature, et les Kaba les rejeter. Oui. Même avant qu'on arrive au conseil constitutionnel. Oui. Ouais. Parce que ce n'est pas permis d'avoir pour le même parti politique deux candidats. Est-ce que ce n'est pas le but de la manœuvre, justement? Peut-être c'est ça. Donc, c'est pour ça que j'ai dit politiquement, nous voyons des choses. Les gens ont des batailles sourdines, les gens sont dans des compromissions que nous ne maîtrisons pas.
Donc, on attend voir où on va arriver. Sur la candidature du professeur Jean Baïbek, quelque chose à dire qui est... Non, moi j'ai suivi. Il n'est pas encore... Il est candidat à la candidature. Au sein, oui. Et au sein du parti, à l'intérieur voilà, il est candidat de l'UPC, oui. Voilà, il n'est pas encore candidat de l'UPC. Mais s'il arrivait à être candidat représentant de l'Union des populations du Cameroun dans le cadre de cette présidentielle 2025, oui. Vous savez, le métier le plus facile à exercer au Cameroun, c'est d'être candidat à l'élection présidentielle. Ah, c'est ton métier facile. Oui, c'est plus facile que de faire les omelettes. N'importe qui peut se lever être candidat à l'élection présidentielle. Il suffit seulement de déposer. Mais maintenant, c'est un peu plus corsé parce que la caution de 30 millions de francs. Oui. À l'époque, la caution était moins de 30 millions de francs. Il a rassuré sur ce qu'il, depuis qu'il a annoncé son désir d'être candidat. Ans, et puis, si vous avez la caution de 30 millions, vous êtes candidat. Il a rassuré sur quant à la levée des fonds, sur le fait qu'il soit le professeur Jean Baïbek, sur ce qu'il est déjà contacté. Il est populaire. Oui, il est contacté. Il n'est pas seulement populaire sur les plateaux de télévision, mais il a la capacité intellectuelle d'être candidat à une élection présidentielle. D'accord. Donc, il faudrait qu'on lui fasse confiance. Ça peut être un candidat sérieux pour les Camerounais, loin de ce à quoi il a habitué les téléspectateurs lors des émissions débat au cours desquelles Vous savez, on a des candidats comme lui. Bon, je ne vais pas le comparer à M. Ndjenga. Jean Ndjenga. M. Ndjenga à l'époque, qui a quand même fait des prestations honorables. Oui. On s'intéresse à l'environnement. On ne peut pas sortir de cet entretien sans dire quelque chose sur l'environnement avec les villes de Douala et de Yaoundé qui sont sous la menace de la peste. Qu'est-ce qu'il faut comprendre en une minute? Bon, en une minute, on a constaté l'envahissement de ces villes par des rats. Oui. Et généralement, les rats portaient des puces. Des puces qui portaient elles aussi le bacille Yersinia. Qui est à l'origine, qui est la cause de la peste. Oui. Donc, cette peste animale peut se transmettre à l'homme à travers les piqûres des puces. Donc, quand les rats envahissent la ville, cela va sans dire. Il faut faire attention. Oui. Parce que ces rats se nourrissent des tas d'immondices, des montagnes d'ordures ménagères qui sont éparpillées partout. Donc, nous attirons l'attention de Monsieur le ministre de la Santé, qui a sous lui quand même un directeur de la santé publique et puis un sous-directeur d'hygiène et de salubrité. Donc, prévenir vaut mieux que guérir. Notre discours peut paraître alarmiste, mais nous sommes des alertistes. C'est notre rôle d'attirer l'attention des décideurs sur un certain nombre de sujets. Merci Didier Yimkwa d'avoir répondu à nos questions ce matin encore sur ABK Matin. Merci madame. Bon Didier Yimkwa était l'invité de Sidonie Fikak sur le prescripteur du mouvement Écologie en marche, le grenier de l'écologie. Demain, c'est aujourd'hui. Vous écoutez ABK Radio. Toutes nos interviews sont désormais disponibles en version augmentée sur notre plateforme digitale www.abkradioofficiel.com.